Du coup, je vais vous présenter l'accompagnement qu'on propose au CERF France pour le suivi des unités de méthanisation. D'abord, je vais vous présenter le CERF France Énergie. Le CERF France est une structure de conseil et d'expertise comptable. Et il a été créé, le CERF France Énergie, il y a une dizaine d'années pour mutualiser les moyens des CERF France sur les thématiques de l'énergie, en partant du postulat que l'énergie est au cœur des enjeux stratégiques des entreprises et au cœur de nos adhérents, du coup. CERF France Énergie donc, accompagne ses clients et ses adhérents sur l'ensemble des projets à thématique énergétique avec une analyse globale de l'étude de faisabilité jusqu'à la mise en service, avec des domaines d'expertise qui sont très variés puisqu'on intervient d'un point de vue technique, économique et financier, juridique, patrimoine, fiscal et social. Le périmètre de CERF France Énergie, c'est principalement la moitié nord de la France. C'est une dizaine d'actionnaires dans le Grand Ouest, dont certains sont certifiés Calimeta. Et après, c'est sous forme de partenariat ou de collaboration dans le nord et le centre de la France. Donc CERF France Énergie a été créé en 2015. On intervenait au départ sur les thématiques de méthanisation, de photovoltaïque. Depuis 2020 sur les thématiques carbone agricole, principalement auprès des exploitations agricoles. Depuis 2022, on intervient aussi auprès de nos adhérents artisans commerçants sur les thématiques carbone. Et on se développe aussi sur l'efficacité énergétique et le courtage et consommation d'énergie. Donc je vais rentrer maintenant plus dans le centre du sujet, sur l'accompagnement des unités de méthanisation. Le suivi qu'on propose des unités de méthanisation se base au final sur notre accompagnement comptable. Et en liant la technique, les objectifs sont de se donner des points de repère et encourager le principe d'un budget prévisionnel et le suivre en cours d'année. Le but, c'est de s'interroger sur les écarts en cours de l'année et d'apporter des solutions en cas de dérive, sans attendre la clôture comptable 3 mois après la fin de l'année civile. Donc, différents niveaux de suivi sont proposés. Le suivi de base, c'est la rencontre annuelle après la clôture comptable. On peut aussi proposer un suivi un peu plus poussé en suivant les principales charges. Et le plus intéressant, ça va être un suivi périodique qui peut aller d'une fréquence semestrielle à mensuelle en fonction des besoins des unités. L'objectif étant d'anticiper le résultat et de prévoir les marges de sécurité. Donc d'abord un petit point sur la rencontre annuelle. L'objectif, c'est de pouvoir comparer les chiffres d'année, les charges à partir de l'année précédente, mais aussi à des institutions de taille similaire, et d'engager une réflexion sur l'avenir de l'unité. La limite de ce suivi, c'est qu'on analyse le passé et que c'est déjà peut-être un peu tard pour recadrer les choses. C'est pour ça qu'on propose aussi des suivis un peu plus poussés, qui peut être un suivi assez léger sur les principales charges, qui sont généralement le gisement. Donc ça va être le coût global, mais aussi il faut s'intéresser au tonnage, au prix des matières et à le potentiel méthanogène. Ça va être l'entretien. Pour faire un bon suivi, il est important de distinguer les différentes charges, que ce soit la méthanisation, les charges globales du site, l'injection, et de distinguer les charges de maintenance en contrainte de maintenance ou en réparation. On s'intéresse aussi au coût de l'électricité, aux consommations d'électricité. Et là, on peut suivre des ratios qui permettent de se comparer et d'identifier des écarts qu'il peut y avoir sur les sites. Et le point de charge le plus important ensuite, c'est souvent le transport, avec des coûts de transport qui peuvent être très variés en fonction du prestataire, en fonction des distances et des matières transportées. L'intérêt de ce suivi périodique, c'est d'avoir une bonne évolution des charges principales et d'avoir réalisé un prévisionnel initialement pour pouvoir mesurer l'évolution des résultats et de la trésorerie en cours d'année. Et de manière plus poussée, donc on peut proposer un suivi périodique avec une fréquence qui peut être au mois, ce qui peut être très intéressant pour les sites qui sont sur une TVA mensuelle, parce que du coup, on a les chiffres comptables mensuellement. La base de suivi, c'est la réalisation d'un prévisionnel. Et ensuite, on va suivre le chiffre d'affaires, les OPEX et les investissements de l'année en cours d'année, afin de suivre et réaliser l'atterrissage avant la fin de l'année, l'excédent brut d'exploitation et les résultats. Et au mois de décembre,
on aura la trésorerie avant la clôture comptable. L'intérêt, c'est de mesurer l'évolution des charges, de réaliser des adaptations en cours d'année. Donc, tous les mois, tous les 3 mois ou tous les trimestres. Le but, c'est on suit les charges et on se rencontre à la fréquence voulue avec les exploitations pour échanger et recadrer l'évolution de l'installation. Voilà. Je ne sais pas si on fait les questions maintenant ou si on fera après. On a un petit moment de questions, si vous voulez poser une question à ARL. J'en profite pour vous annoncer qu'on fera un webinaire sur ces sujets donc plus détaillés le 21 mars. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à me laisser vos coordonnées à l'issue de la conférence et on vous préviendra pour avoir toutes les informations de connexion. Alors maintenant, on a une section sur l'intelligence artificielle et on va commencer par Naïm Akouch de Data Group qui va nous présenter l'intelligence 4.0, la méthanisation 4.0. Donc, bonjour à tous et à tous. Non, non, c'est... Merci. Eh bien, on va changer de registre. Après l'intelligence artificielle, on va laisser la parole à Jérôme Bécaud de Verdé Énergie Ouest, qui a de nombreuses expériences en exploitation de méthanisation et qui va nous partager du coup son expérience et l'importance d'une maintenance performante. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jérôme Bécaud, Verdé Énergie Ouest, donc qui comme l'indique travaille dans l'Ouest. Nous on démarre sur la Manche et on descend jusque dans les Pyrénées en 64, en grignotant un peu du secteur du Val-de-Loire et de l'Occitanie. Bref, toute cette partie-là, aujourd'hui, nous, on intervient à la fois sur du revamping, sur du conseil et de l'accompagnement, et aussi en partie sur de la formation. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la maintenance. Alors, je suis hyper content de voir que l'intelligence artificielle va nous aider. Par contre, il faut quand même aller réparer les pompes. Et il faut quand même intervenir sur le terrain. Et en l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Une maintenance performante pour garantir le bon fonctionnement de votre unité. On a plusieurs sujets que l'on va aborder, alors de manière plutôt succincte, puisqu'en fait, le sujet est large, varié et hyper important. Mais les questions, si vous en avez, pourront répondre de manière un peu plus précise aux attentes que vous pourriez avoir. J'ai abordé le sujet de manière un peu plus large, puisqu'en fait, quand on parle de maîtrise de la maintenance, on ne parle pas de tout l'environnement. Et aujourd'hui, une unité de méthanisation, en fait, c'est quelque chose de plutôt anxiogène. Et la question qui a été posée tout à l'heure sur la maîtrise technique du site
Je pense qu'aujourd'hui, quand on a un outil qui nous permet de nous rassurer et de confirmer en fait les informations qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose qui peut être une aide précieuse. C'est-à-dire qu'elle confirme en fait vous la réflexion que vous êtes faite et l'analyse que vous avez faite. Pour nous, la maintenance est le seul moyen d'entretenir et maintenir les équipements à un niveau de performance adapté à l'intransigeance de la méthanisation. Son équilibre financier et sa rentabilité sont étroitement liés. Aujourd'hui, si vous avez une unité qui n'est pas forcément fonctionnelle, en fait, vous avez des surprises en permanence. C'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc ça s'évite par plusieurs points qu'on va aborder à suivre. Ici, on a une vue qui est plutôt complète d'une unité de méthanisation avec différents modules sur lesquels on peut intervenir, en l'occurrence sur de la préparation de matière, éventuellement sur de l'incorporation directe, sur de l'agitation, sur des fosses de préparation, autant de matériel qui aujourd'hui reste complexe et long à maintenir, d'autant plus que ce matériel-là, si la maintenance n'est pas effectuée en temps et en heure, en fait provoque des arrêts intempestifs. Donc on a différentes manières de pallier à ces situations-là. Les types de maintenance, il y en a une multitude. Aujourd'hui, je vais vous parler des principales, en l'occurrence la curative, corrective, curative, la préventive et l'améliorative ou intuitive. Avec ces incidences, forcément, qui sont liées justement au type de maintenance que vous choisissez. La corrective, vous la subissez donc de manière systématique. On va se retrouver dans des situations un peu compliquées avec des arrêts quasi obligatoires, quasi forcés et pour lesquels vous n'aurez pas forcément de solution à apporter de manière rapide. La préventive, c'est la plus fiable. Aujourd'hui, on parle de maintenance préventive à partir du moment où on a un plan de maintenance identifié sur lequel on peut s'appliquer à respecter les heures, éventuellement les obligations que vous donne votre plan de maintenance, qui peut être automatisé. Parler de l'intelligence artificielle, il y a aussi des outils qui existent dans ce domaine. Et puis l'intuitive, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En fait, il y a des exploitants qui maîtrisent très bien leur unité, qui savent très bien que sur la période en saisonnalité, la période hiver-été, on aura une différence d'intrants. Cette différence d'intrants aura une influence sur l'usure prématurée du matériel et qu'ils savent très bien qu'ils vont changer les couteaux, les grilles, éventuellement du matériel de préparation matière de manière plus régulière, éventuellement des rotors stators, des lobes de pompe, bref, tout ce qui constitue en fait le fonctionnement même de l'unité. Ils vont savoir qu'aujourd'hui, entre l'été et l'hiver, il y a une petite différence. Donc ça, c'est de la maîtrise de site. On en connaît de plus en plus qui sont dans cet esprit-là. Aujourd'hui, si on faisait déjà bien la préventive, ce serait pas mal. Les incidences, je vous en parlerai un peu plus tard. Plan de maintenance, donc les plans de maintenance, c'est généralement ce qui vous sert à suivre de manière assez rigoureuse l'entretien de votre matériel sur le site. Ça a été un peu malversé cette partie-là, puisqu'en fait, moi j'ai connu la période où en exploitant, on avait des classeurs dans le placard, en allemand. Bon, j'ai rien contre les Allemands, hein, c'est pas le problème. Juste qu'aujourd'hui, pour un exploitant, eh bien c'est un peu compliqué aujourd'hui de s'appliquer à des règles qu'on vous impose et on vous dit vous n'avez pas fait l'entretien. Ouais, mais bon, l'entretien on l'a pas fait parce qu'on ne savait pas qu'il fallait le faire en fait. Donc quand on a commencé la méta, c'était un petit peu différent. Aujourd'hui, on a quand même de nombreuses pistes d'amélioration et quelque part, l'outil a évolué. L'outil a évolué parce qu'on a demandé qu'il évolue. Donc le plan de maintenance peut être établi par votre constructeur, c'est la majorité du temps le cas, ou des prestataires extérieurs. Hein. Il y a des gens qui font ça très bien. Ça peut être documentaire sur des classeurs, comme je vous disais à l'instant. Ça peut être en France aussi, hein, ça existe. Et puis on a aussi beaucoup d'exploitants qui se sont appuyés sur un outil. J'ai pas d'action chez Microsoft, mais qui se servent d'Excel aujourd'hui pour établir des plans de maintenance qui leur est propre, sur lequel en fait ils rentrent toutes leurs données. Je ne dis pas que c'est l'idéal. En attendant, ils n'oublient rien, donc c'est quand même pas mal. Et puis après, on a la GMAO et l'intelligence artificielle qui viennent en complément de cette partie-là. On n'a pas toujours ces propositions-là pour des unités qui sont déjà construites et qui sont déjà opérationnelles. Simplement, c'est un outil qui peut s'adapter éventuellement à l'exploitation en cours.
Une chose est sûre, c'est que vous pouvez avoir le meilleur outil du monde. Si aujourd'hui vous ne faites pas votre maintenance, ça ne servira à rien du tout. Donc vous pouvez avoir un super outil, super développé, mais si vous ne savez pas vous en servir, peut-être mieux acheter quelque chose de plus simple et quelque part le faire dans de bonnes conditions et à temps. Je fais le procès de personne. Comparatif, maintenance préventive et curative. Donc la maintenance préventive, j'ai démarré par là parce que c'est quand même la plus intéressante. Prévient les pannes, en fait on les anticipe. On permet de programmer les interventions et ça a quand même une importance majeure puisqu'en fait quand vous pouvez programmer vos arrêts, vous pouvez les programmer de manière simultanée avec d'autres. Je vais donner un exemple. Si aujourd'hui vous avez de la maintenance à faire sur votre COGE ou sur votre traitement de gaz, eh bien, vous pouvez éventuellement coordonner les deux actions de manière à éviter d'arrêter trop longtemps votre unité. Ça, c'est des bons points. Elle apporte de la souplesse à votre gestion stock, parce que forcément, vous avez du stock sur votre unité. Et de manière assez significative, si vous n'avez pas ce stock-là pour intervenir, vous vous retrouvez dans la situation qu'on verra après, et c'est bien sûr moins souple. Et puis, quelque part, on se rassure. Quand je vous parlais tout à l'heure de la partie anxiogène d'un site, si tout est programmé, alors je ne dis pas que ça n'arrive pas, même avec de la maintenance préventive, simplement on évite quand même entre 90 et 95% des pannes. La curative n'anticipe pas les pannes, forcément par principe, donc on a des arrêts de production qui sont imprévisibles. On ne les programme pas, donc en fait c'est pas inscrit dans une permanence, dans une organisation générale du personnel. La pièce n'est pas forcément approvisionnée, on ne l'a pas forcément sur l'étagère, donc là, il faut la commander. Et c'est là, sur la partie économique, qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup moins maîtrisable. En l'occurrence, quand vous êtes en panne sur de la maintenance préventive, vous avez la pièce sur l'étagère. Quand vous ne l'avez pas, vous êtes en maintenance curative, vous n'avez pas la pièce. Vous avez détecté la pièce qu'il vous faut. Simplement, ça ne tombe jamais au bon moment, ça tombe le vendredi soir ou le samedi. Il faut approvisionner cette pièce en urgence ou se dépanner avec un collègue. Et en l'occurrence, on s'engage à la fois sur de la disponibilité et du port. Donc les coûts augmentent de manière significative, voire explosive. Ça tombe bien avec la méta. Surprend, désorganise et agace, ça je peux vous dire c'est du vécu, donc ça tombe jamais au bon moment et quelque part vous n'avez jamais la solution immédiate et si on l'avait, on n'aurait pas besoin de faire de maintenance préventive. Alors maintenant je vais aborder un sujet un peu plus psychologique sur les profils. Il y a la partie formation, mais il y a la partie profil aussi qui a son importance. Il y a des gens qui sont faits pour faire de la méta, puis des gens qui le sont un peu moins. Sur les unités de méta, on voit un peu tous les profils sur 3-4 personnes qui exploitent. Vous en avez qui sont tout à fait à l'aise, qui prennent du recul, qui analysent la situation, et d'autres qui sont un peu plus dans l'opérationnel, qui réagissent de suite. Donc on a besoin de tout le monde sur une unité. Réagir tout de suite, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on doit faire. Donc dans le recrutement, je vais un petit peu plus loin que la présentation qui m'était donné de faire. La fiche de poste doit être correctement établie pour avoir un profil qui correspond à l'usage de la méthanisation. L'exploitant d'une unité doit être formé, habilité et préparé. Donc on a toute une partie sécurité aussi qui rentre dans ce volet. Aujourd'hui, c'est bien d'intervenir sur une unité de méthanisation, mais il faut savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on a l'autorisation de faire. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus intégrées aujourd'hui sur les unités de méta, même agricoles, bien au contraire, puisqu'en fait on se professionnalise sur cette filière-là et quelque part c'est une nécessité, à la fois pour la protection des humains et à la fois pour de la compétence. On travaille en sécurité et quelque part l'habilitation vous oblige à prendre certaines précautions qui sont hyper importantes. Alors, les types de maintenance, je vous parlais tout à l'heure, on reviendrait sur les incidences. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vous ai pas mis une multitude de chiffres, simplement quelques exemples qui sont pris sur le terrain, des gens chez lesquels j'interviens. Donc une COGE de 138 kg, un jour d'arrêt c'est 800 €. Alors vous allez me dire c'est pas énorme, sauf qu'en COGE on rattrape jamais le retard perdu.
puisqu'en fait, contrairement à l'injection, sur lequel on peut grappiller quelques normaux mètres cubes chaque jour, eh bien sur la Cogé, ce n'est pas possible. Quand on passe à 600 kg, aujourd'hui, c'est 3 000 € par jour, donc ça commence à compter. Là, vous en avez quelques pièces détachées déjà, même si elles sont chères, hein. Et pour une injection de 285 normaux, aujourd'hui, la journée d'arrêt, je parle d'une journée d'arrêt de 24 heures, hein, 8 500 €, donc là, ça commence à compter, et 5 000 € pour une 135 normaux. Donc, vous pouvez faire la relation de cause à effet, justement, sur ces pertes d'exploitation, parce que là, on est directement dans le vif du sujet. Et tout ça, en fait, forme un bloc qui n'est pas dissociable. Formation, habilitation, anticipation, on a vu ces sujets depuis le départ. La conclusion, hein, elle est simple, hein, une maintenance maîtrisée, c'est un exploitant qualifié et une formation adaptée. Alors, je ne dis pas que c'est que cette solution-là. Néanmoins, vous êtes dans de bonnes conditions à partir du moment où vous disposez de tous ces éléments-là pour exploiter votre unité. D'autant plus si vous êtes seul. Aujourd'hui, il y a des unités où on est 3, 4, 5, et puis il y a des unités en agricole où on est un seul exploitant. Auquel cas, cette personne-là doit assurer l'ensemble de l'exploitation, l'ensemble de l'anticipation sur la gestion et la conduite de l'unité. Et je pense que c'est une grosse charge et qu'il faut être en mesure de la supporter. Ces points respectés permettront de vous acquitter d'un climat anxiogène et exploiter en toute sérénité. Là encore, c'est un peu de vécu, donc on n'est pas toujours dans de bonnes conditions pour exploiter les unités. Et quelque part, avec la formation, l'anticipation, le plan de maintenance, on s'acquitte d'une grosse partie, d'un gros pourcentage justement de ce stress qu'on génère nous-mêmes uniquement parce qu'on n'est pas préparé à ça. Voilà, c'est terminé. Merci. On aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Merci Jérôme. Et je vous invite à poser vos questions si vous en avez. C'était parfaitement clair dans ce cas. Écoute, merci pour la transition vers la formation. Du coup, je laisse la parole directement à Stéphane Douasto de Énergie Formation. Bonjour à tous. Alors, donc je me présente effectivement, Stéphane Douasto, je suis directeur général d'Énergie Formation. Donc on est un organisme de formation de référence depuis 50 ans. On vient former tous les intervenants qui travaillent sur les gaz et les gaz renouvelables. Et donc depuis maintenant au moins 5 ans, on travaille sur le biométhane. On vient former notamment sur le risque gaz. Et je vais vous présenter, on lance un parcours de formation complet, certifiant, qui fait appel à la filière et aux meilleures compétences de la filière pour justement permettre d'acquérir les compétences et les meilleurs réflexes et qui viennent être ensuite aidés, outillés par éventuellement l'intelligence artificielle, mais qui viennent surtout rendre solides les bonnes interventions, les bons réflexes et avoir les bonnes compétences en face des risques d'une unité de méthanisation, puisque une unité de méthanisation, c'est une unité industrielle et donc il faut la gérer comme telle. Alors, moi c'est assez simple, hein, mes slides, ce qu'on vient de voir là, finalement c'est le résumé. Optimiser une unité de méthanisation, la faire tourner, c'est la comprendre. Donc pour moi, l'optimisation, c'est la compréhension. C'est la compréhension de quoi? C'est la compréhension déjà de son environnement. C'est-à-dire une unité de méthanisation, elle est dans un environnement agricole. Elle a un rôle à jouer, évidemment, dans le monde agricole. Dans un environnement énergétique, hein, la métasse a un rôle essentiel dans le mix énergétique décarboné. C'est important de le comprendre. Pour pouvoir gérer une unité de méthanisation, il faut comprendre le rôle que cette unité joue dans le mix énergétique. Il faut aussi comprendre quel est le rôle que joue cette unité dans son environnement territorial également. C'est très important, c'est les fondamentaux, mais si on n'a pas ces fondamentaux-là, derrière, on pourra potentiellement prendre des mauvaises décisions. La compréhension, c'est aussi la compréhension de la conception des process, de ce qu'est une unité de méthanisation. Je le disais, c'est un système industriel. C'est pas un gros mot de dire ça. Au contraire, c'est très important d'en être conscient, puisque associé à un système industriel, on a des précautions, des méthodes, des process, des procédures à appliquer. Et pour pouvoir faire ça, il faut bien comprendre comment c'est conçu une unité de méthanisation, comment ça fonctionne, quel est le process.
Troisième point, on vient de le voir et on le voit, on en parle souvent, c'est bien maîtriser justement les procédures, bien maîtriser l'exploitation, la maintenance d'une unité, être capable de gérer les flux. Ça, c'est un point évidemment essentiel. On y pense souvent, mais les deux premiers points sont très importants pour autant. Et puis le dernier, qui est qui couvre les trois, et moi je voudrais insister là-dessus, c'est pour bien gérer une unité de méthanisation et pour réussir son projet, il faut connaître les risques et comprendre ces risques-là. Souvent, ça fait un peu peur. On se dit, mince, les risques, il ne faut pas forcément en parler. Au contraire, l'enjeu, c'est de comprendre ces risques-là, les connaître, les comprendre. Et quand on les comprend, on est capable justement de prendre du recul, d'être serein, de mettre en place les routines qui vont bien et qui permettent de diminuer le risque d'occurrence de ces risques-là. Et aussi, lorsqu'ils se matérialisent, parce qu'on ne diminue jamais à zéro les risques d'un système industriel, c'est d'être capable de réagir dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, avec les meilleurs gestes pour réduire l'impact de ces risques qui se matérialisent. Et l'impact, il est de trois types. Je commence par le plus important, c'est la santé des salariés ou de ceux qui travaillent sur les unités. Et évidemment, l'autre impact, c'est les biens et donc les détériorations. Et puis le corollaire de ça, c'est évidemment l'impact financier et qui peut être très conséquent, comme l'a montré Jérôme tout à l'heure. Voilà, donc c'est très important de connaître ces risques-là. Et donc, nous, chez Énergie Formation, on a cette approche qui est de regarder quels sont les types de risques qui se matérialisent sur une unité de méthanisation et de s'assurer qu'on met en face de ces risques-là des compétences pour être capable de bien les gérer. Alors, un petit focus là-dessus. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'être anxiogène, mais c'est surtout de bien comprendre de quoi on parle. Il y avait une analyse qui a été faite à mi-2023. Il y avait un certain nombre d'incidents qui se sont réalisés. C'est normal. Quand on regarde le graphe, il est en augmentation. C'est normal aussi. Il n'y a pas une augmentation du ratio d'incidents par rapport au nombre d'unités de méthanisation, mais il y en a de plus en plus en France. Donc c'est normal que ça augmente. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre où se matérialise ce type de risque-là et est-ce qu'ils ont des conséquences sur la santé, mais surtout, est-ce qu'ils ont des conséquences aussi financières? Et on voit que les deux sont assez liés. Ça concerne tous les procédés, que ce soit l'électricité, le gaz, la vapeur, les rejets biogaz. Et en fait, on a différents types de causes. On a des causes qui sont organisationnelles, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce qu'on a des consignes qui sont bien définies, qu'on est capable d'appliquer? Est-ce qu'on a été bien formé? Donc vous me voyez venir, évidemment. Pour nous, l'enjeu principal, c'est d'avoir les bonnes compétences et d'être formé sur ces compétences-là. Je reviens sur la question de monsieur sur la partie intelligence artificielle. C'est essentiel. On voit bien quand on conduit une voiture et que à la fin on a des alarmes parce qu'on sort de tel ou tel fil. C'est très utile. Ça permet de réduire les accidents et c'est un fait, c'est prouvé. Pour autant, il faut régulièrement avoir bien en tête quels sont les risques qu'il y a quand on prend sa voiture. C'est exactement la même chose pour la méthanisation. L'IA sera là pour nous permettre d'anticiper, pour nous permettre d'optimiser, mais ça ne remplacera pas la prise de conscience, la compréhension d'un système industriel. C'est vraiment très important. Voilà. Et donc du coup sur la matérialisation des risques, c'est souvent des sujets soit organisationnels, soit la matérialisation du risque a entraîné des réactions ou des actions qui n'ont pas forcément été les bonnes. Alors, ce qui est important pour avoir les compétences, du coup, je fais le lien avec les compétences, et là je vais parler plutôt pour la filière et pour notamment ce qu'on est en train de mettre en place avec le Métatlantique et avec toute la filière, c'est finalement de bien recruter et puis bien se former. Les deux vont de pair. On a trois briques qui sont élémentaires. Le recrutement, c'est-à-dire trouver le bon profil. Dans le profil, il y a les savoir-faire et puis il y a les savoir-être. Les savoir-être sont aussi très importants. On n'en a pas trop parlé, mais sur une unité de méthanisation, vous êtes en interaction avec énormément de parties prenantes. Vous avez des fournisseurs, vous avez parfois des employés, vous avez des constructeurs, des entreprises qui viennent faire de la maintenance. Tout ça, c'est important d'avoir un savoir-être qui est important. Il y a la formation initiale et puis il y a la formation continue.
j'insiste, hein, ces 3 leviers-là sont des briques qui sont élémentaires et qui sont complémentaires. La formation initiale, c'est lorsque vous allez recruter quelqu'un qui sort du bac, bac pro, et bien derrière il y a des solutions comme le CS RUMA par exemple, certificat de spécialisation sur les responsables d'unités de méthanisation, voilà, qui met en place des formations qui sont des formations qui durent entre 6 mois et 1 an et qui peuvent être en alternance et qui permettent de monter vraiment en puissance sur toutes les compétences qui sont associées. Et ça, on en a absolument besoin. Au niveau de la filière, on est en train de travailler pour voir comment on peut introduire dès les bacs pro, certains bacs pro, notamment industriels, une coloration sur les gaz verts pour que ça donne envie ensuite à ces personnes-là de venir sur les métiers des gaz verts et de la méthanisation. Et puis la formation continue, elle est tout aussi importante puisqu'en gros on se forme bien tout au long de notre vie. On peut recruter quelqu'un qui a des compétences en automatisme mais qui n'en a pas en biologie et qui n'en a pas en gestion de système industriel par exemple, et notamment sur les risques électriques ou sur les risques gaz. Et donc il faut avoir des solutions de formation continue pour venir compléter ces compétences. Donc c'est bien ces 3 briques élémentaires qui sont importantes de sécuriser au niveau de la filière, que ce soit dans la région, mais l'idée c'est bien au niveau de la filière, au niveau de la France. Là où de mon point de vue on a le plus de retard, c'est sur les structures et les solutions de recrutement. Si on fait le parallèle avec plein d'autres filières, hein, il y a beaucoup de filières qui sont structurées pour organiser des recrutements pour les entreprises de la filière, et je pense qu'on a un travail à faire pour justement essayer de voir comment on peut avoir un peu plus de connaissance de ce que c'est que le biométhane au niveau des différents élèves et au niveau des formations initiales, et puis avoir un outil un peu commun de recrutement pour les entreprises de la filière. Sur les formations initiales, j'en ai parlé, on est en train de travailler pour essayer d'avoir le plus possible de coloration gaz vert, que ce soit sur les bac pro ou notamment dans les écoles d'ingénieurs. Et puis sur la formation continue, je vais vous présenter, il y a différents organismes qui proposent des formations continues. Et donc nous, on lance un parcours qui est un parcours certifiant et qui se veut être le minimum requis en termes de compétences pour pouvoir intervenir sur une unité de méthanisation. Alors, voilà, donc ça c'est la présentation du parcours. Avant de rentrer dans le détail, je vous ai expliqué un peu ce qu'il fallait comprendre sur une unité de méthanisation pour pouvoir correctement la gérer. Le premier, c'est comprendre son environnement et avoir une vision un peu générale de ce qu'est la méthanisation au service du monde agricole, du monde énergétique et du territoire. Et donc c'est un peu la première partie. C'est lorsque il y a peut-être des agriculteurs qui sont dans la salle et qui réfléchissent à est-ce qu'on se lance ou pas dans un collectif pour faire de la méta. Cette phase-là, qui est une phase d'émergence, c'est très important d'avoir les fondamentaux de ce que c'est que la méthanisation, de comprendre un peu comment on finance un projet de façon un peu light, quels sont les éléments essentiels pour se lancer dans un projet de méthanisation. Là, nous, notre conviction, c'est que pour pouvoir acquérir ces compétences-là, il faut des systèmes de formation qui soient simples, accessibles pour l'agriculteur. Donc nous, on a proposé des modules qui sont des modules e-learning à distance qui permettent facilement de se former sur ce qu'est la méthanisation en phase d'émergence et pour aider, accompagner à passer le cap et ensuite à passer en phase développement. Notre enjeu sur un parcours comme ça, sur cette première partie, c'est que ce soit transparent d'un point de vue financier pour l'agriculteur, puisqu'il n'est pas encore lancé dans son projet. Et donc l'objectif, évidemment, c'est de ne pas le freiner avec des coûts d'entrée sur des formations qui soient trop élevés. Et donc ça, on travaille avec Vivea notamment pour essayer de faire en sorte que toute cette première partie soit transparente d'un point de vue financier pour les agriculteurs. La deuxième partie, c'est la partie conception et réalisation, on en parlait. Là, c'est pareil, il faut être accompagné dans cette phase de développement. Et là, nous, notre enjeu, c'est de proposer des formations qui commencent à être sur des compétences un peu plus solides, notamment sur les enjeux environnementaux. On le disait, une unité de méta, elle a des impacts qui sont sur son environnement. Et donc, c'est important de connaître ces enjeux environnementaux. Sur les risques sanitaires également, les risques industriels. Donc là, on a plutôt des modules qui vont accompagner le porteur de projet pour l'aider à concevoir, à comprendre et pouvoir ensuite travailler avec tous les acteurs de la filière pour un bureau d'études, pour pouvoir concevoir des constructeurs, etc.
Et puis après, la troisième phase, qui est de mon point de vue celle qui est la plus innovante dans le parcours, c'est d'avoir un parcours sur la partie exploitation-maintenance et qui va venir sécuriser les compétences sur les interventions humaines sur les unités de méthanisation. Là, on bascule sur des formations qui vont se faire avec des modules sur une unité de méthanisation et avec, c'est le cas pour tous les autres modules, hein, mais avec des intervenants qui sont des intervenants de la filière et des entreprises voilà, qui maîtrisent toutes les compétences associées. Je prends un exemple sur la partie biologie. Nous, Énergie Formation, on est plutôt un acteur historique et donc on a des compétences autour justement des risques industriels et des risques gaz. Sur la partie biologie, on n'a pas cette compétence-là. Pour autant, il est hyper important sur ce parcours de formation d'acquérir cette compétence pour un chef de projet ou un exploitant. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est qu'il y ait bien un module sur la partie biologie qui soit sur le parcours, mais qu'on fasse appel aux meilleures compétences en la matière dans la filière. Donc c'est un exemple, il y en a d'autres, et c'est l'enjeu, encore une fois, c'est que les acteurs de filière sont les sachants, ils ont des compétences, et l'idée c'est de pouvoir les transmettre sur un parcours qui soit cohérent et qui soit certifiant et qui permette de justifier aux banquiers, aux assureurs, aux parties prenantes, aux riverains, d'une compétence et du sérieux de la conduite d'une unité de méthanisation sur un projet donné. Et donc, du coup, si on regarde un peu les différentes compétences sur cette partie exploitation-maintenance, on a les risques généraux d'une unité de méthanisation. Ça, c'est une vision un peu globale et qui est aussi essentielle. C'est bien comprendre comment les uns sont en interface avec les autres. Les habilitations électriques, qui sont des habilitations obligatoires, sont inclus dans ce parcours-là. La conduite d'une unité d'exploitation et les risques gaz associés, donc habilitation électrique, risque gaz associés. La partie exploitation en toute sécurité d'une unité de méthanisation. Et puis enfin, la partie maintenance et exploitation. Et notamment, Jérôme intervient sur ces modules-là. Et c'est ce dernier module-là qui va venir attester les acquis de l'intégralité du parcours. Donc voilà, je voulais simplement, moi, vous faire passer le message. Si vous êtes agriculteur méthaniseur ou vous réfléchissez à un projet, la compétence est un élément clé pour la réussite du projet. Et il faut la prendre le plus en amont possible, parce qu'une fois que c'est dans le business plan, c'est plus facile. Quand c'est pas dans le business plan, c'est un peu moins facile. Nous, on travaille avec les différents acteurs pour aider à financer les formations pour que ça ait un impact financier le plus faible possible. Et donc, s'y prendre le plus tôt possible. Et puis après, si vous êtes des acteurs de la filière, là, c'est aussi un message important. La filière a un rôle à jouer essentiel dans la sécurisation des compétences sur les unités de méthanisation. Et donc, voilà, si vous voulez travailler avec nous sur ce parcours et sur le fait de pouvoir le faire au niveau de la France, puisque nous, on a une couverture France, c'est très important que les sachants, la filière, puissent intervenir dans ces parcours-là et transmettre leurs compétences pour qu'on ait des unités de méthanisation qui dégagent du chiffre et donc qui contribuent évidemment au monde agricole et qui permettent de maintenir les biens et surtout la santé de ces exploitants au plus haut niveau. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Stéphane. Comme l'heure tourne, je propose qu'on demande à Jackie Moreau de Banque Populaire Grand Ouest son point de vue de banquier du coup, sur tout ce qui a été abordé dans cette table ronde. Et on prendra ensuite une ou deux questions pour conclure. Oui, bonjour à tous. Donc, Jackie Moreau, Banque Populaire Grand Ouest. Moi, je travaille donc dans un service spécialisé dans le financement notamment des unités de méthanisation. Ça fait maintenant 15 ans qu'on finance de la méthanisation. On a aujourd'hui plus de 180 unités de méthanisation, donc on commence à avoir un petit peu de retour sur ces sujets. Et donc, voilà, qu'on connaît plutôt bien. Les sujets d'optimisation, c'est des vrais sujets qui sont très larges. On en a abordé quelques-uns. Alors, quand on parle d'optimisation, on parle d'existence. Effectivement, nous, l'optimisation, ça démarre finalement pour nous, dans l'analyse je dirais, la conception des sites, puisque effectivement, à partir du moment où on a fait des choix important avant de construire l'installation. Effectivement, on ne pourra plus revenir dessus ultérieurement. Donc déjà, il y en a d'optimisation à faire avant la construction. Et puis, une fois que la construction est faite, ensuite, on optimise le site qui a été construit et mis en service.
Donc ça, c'est sujet d'optimisation, des sujets qu'on aborde avec nos clients régulièrement. On ne parle pas, enfin, on parle d'économique effectivement, mais tous les sujets, que ce soit biologique, que ce soit maintenant, sont des sujets ont des répercussions sur la partie économique, bien évidemment. Donc je suis content effectivement de voir aussi qu'on a des nouveaux leviers, enfin, l'intelligence artificielle qui arrive aussi, puis qui peut nous donner des nouveaux leviers finalement d'optimisation. Donc ça c'est très intéressant de voir toutes les compétences qu'on a aussi sur le terrain, puisque comme le disait Jérôme Bécaud tout à l'heure, on a en fait des porteurs de projets qui n'ont pas tous les mêmes compétences et les mêmes maîtrise des sujets. Donc nos sujets souvent nous aussi, c'est d'orienter en tout cas nos clients vers les bonnes compétences, vers les bonnes entreprises, bons interlocuteurs. On constate aujourd'hui encore un certain nombre de leviers qui ne sont pas activés. On parle des sujets économiques qui pour l'instant semblent assez évidents, mais aujourd'hui des choses qui pourraient être beaucoup plus dans l'anticipation. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc on essaye en tout cas nous de mettre en relation en tout cas de faire du lien en tout cas entre les intervenants de la filière, que ce soit les fournisseurs, je dirais, et accompagnateurs, et puis les porteurs de projets. Donc voilà, globalement aujourd'hui, effectivement, la filière devient de plus en plus mature, donc les sujets sont de mieux en mieux maîtrisés. Donc ça, c'est plutôt c'est une bonne chose, puisque c'est important aussi pour que on puisse continuer à accompagner la filière, puisque c'est quelque chose de très capitalistique et les montants investis sont toujours très importants. Donc il est important effectivement que les unités tournent, qu'on ait des retours positifs pour qu'on puisse continuer à accompagner la filière dans de bonnes conditions. Donc en tout cas, merci à vous. Merci Jackie. Et puis il nous reste 2 minutes pour une petite question. Dans ce cas, je pense qu'on peut remercier nos intervenants et merci à vous de votre attention.